Allez, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce mini Taj Mahal blanc sponsorisé par Schema Business School, notre partenaire. Donc tout d'abord, on remercie Schema Business School de nous permettre de vous offrir ce Taj Mahal blanc pour vous préparer tout simplement pour les concours AST. Vous connaissez le principe. Premièrement, on télécharge le sujet qui est en description dans la vidéo. Donc vous avez un lien de téléchargement dans la vidéo. Vous cliquez dessus, vous remplissez rapidement le formulaire sur la landing page de Schema Business School et ensuite je vais pouvoir vous lancer tout simplement dans ce mini Taj Mahal blanc. Donc comme vous le savez, ça va être 18 questions, 24 minutes et à la suite de cela, il y aura tout simplement le corrigé. Donc téléchargez bien le sujet et je lance d'ici, on va dire 10 secondes, le chronomètre pour ces 6 sous-tests, 3 questions à chaque fois, donc 6 x 3, 18 questions, 4 minutes pour chaque sous-test, donc 6 x 4 minutes, 24 minutes, ce qui nous donne 18 questions, 24 minutes au total. Et bah voilà, une fois ces 24 minutes passées, on fera la correction. L'objectif, c'est de s'entraîner afin tout simplement de progresser. Et encore une fois, on remercie Schema Business School de nous accompagner et de vous accompagner justement pour préparer ce test de logique qui est le Taj Mahal. Donc mettez pause sur la vidéo, si vous n'avez toujours pas téléchargé le sujet, faites-le et ensuite revenez sur la vidéo et comme ça, on se lance tous ensemble. Donc vous allez avoir à chaque fois la slide qui va s'afficher pour chaque sous-test. On va commencer d'ici 5 secondes. Je pars du principe que vous êtes prêts. Et on va commencer avec compréhension de texte. Allez, top chrono, c'est parti. Compréhension de texte, 4 minutes. Bon courage.
Allez, vous venez de terminer le sous-test compréhension de texte. On va passer à présent au sous-test calcul. Allez, on est parti pour 4 minutes, top chrono. Allez, vous venez de terminer le sous-test calcul. À présent, on va passer au sous-test raisonnement et argumentation. On est reparti pour 4 minutes, top chrono.
Allez, vous venez de terminer le sous-test raisonnement et argumentation. À présent, on passe au sous-test conditions minimales. N'oubliez pas, vous listez, vous listez, vous listez, ne raisonnez pas mentalement. Allez, on est parti pour 4 minutes. Top chrono.
Allez, à présent, on va passer au sous-test suivant, en l'occurrence expression. On est parti pour 4 minutes, top chrono. Allez, on passe au dernier sous-test et ensuite on fera le corrigé. C'est parti pour 4 minutes.
Allez, on passe au corrigé. Vous venez de terminer ce mini tâche blanc en conditions réelles, donc 18 questions en 24 minutes. Et on va tout simplement passer à la correction. Donc on va reprendre ce premier texte qui en l'occurrence nous parlait de la stratégie d'autonomie, la stratégie de souveraineté ou l'autonomie stratégique, appelons ça comme on veut. Celui-là. Et on va commencer par répondre à la question 1. Donc comptez bien vos points, une bonne réponse plus 4. Aucune réponse ou une mauvaise réponse. Aucune réponse, c'est pas censé arriver. Vous êtes toujours censé répondre. Ou alors une mauvaise réponse, c'est 0. Question 1, la bonne réponse était la E. Donc question 1, la bonne réponse était la E. Laquelle des propositions suivantes n'est pas une stratégie mentionnée dans le texte? Alors regardez, en l'occurrence, c'est écrit juste ici. On vous dit que cette quête d'équilibre implique, vous voyez, cette quête d'équilibre implique des arbitrages délicats. Alors attendez, est-ce que c'est bien ici? Oui, c'est ici. Investissement massif dans la recherche et l'innovation, relocalisation sélective, diversification des partenariats commerciaux et constitution de stocks stratégiques. Donc, la seule qui n'est pas citée, c'est nationalisation des industries étrangères. Donc là, c'est du stricto sensu, c'est écrit noir sur blanc dans le texte, il n'y a pas d'interprétation, c'est simplement du repérage d'informations. Passons à la question 2. Que peut-on déduire logiquement du texte? Question 2, la bonne réponse était la D. Donc, question 2, la bonne réponse était la D. Alors, l'autonomie stratégique absolue est un objectif réalisable à moyen terme. Ça, selon le texte, c'est faux. On vous dit en l'occurrence que c'est illusoire. Donc regardez, c'est écrit dans le texte ici. Alors, attendez, laissez-moi juste retrouver. Voilà, c'est ici. Les partisans d'une approche réaliste que l'autonomie absolue reste illusoire dans un monde interconnecté. Donc dire que c'est un objectif réalisable à moyen terme, selon le texte, pas du tout. La relocalisation totale, réponse extrême. Hein. La relocalisation totale, réponse extrême. Dans le texte, on vous dit sélective. On vous dit sélective, mais pas totale. Ensuite, la pandémie a définitivement mis fin au processus de mondialisation. Encore une fois, réponse radicale ou extrême avec le terme définitivement. N'oubliez pas la méthode de l'entonnoir que vous avez dans le grand manuel. C'est toujours en 2 étapes. Dans un premier temps, vous avez les 5 réponses. On va les réduire à 2, voire une réponse. Donc en passant de 5 à 2, on supprime grâce aux critères éliminatoires. Donc les critères éliminatoires, ce sont des critères où dès qu'on lit la réponse, d'entrée de jeu, on est sûr à 100% que c'est faux. Les composants électroniques représentent un enjeu géopolitique majeur. Donc ça, c'est vrai. On va quand même lire la E pour savoir si elle est moins mauvaise ou mieux, quoi. L'Europe est plus vulnérable que les États-Unis ou la Chine. Ça, à aucun moment donné, on nous en parle dans le texte. Faites attention, vous n'êtes pas censé prendre des éléments que vous avez ou des informations personnelles ou de la culture personnelle que vous avez hors du texte pour le ramener dans le texte. Là, on ne parle pas justement de la position de l'Europe vis-à-vis du reste. Donc faites comme si il n'y avait pas d'informations là-dessus. Par contre, on vous dit dans le texte qu'il s'agit, concernant ces composants électroniques, du nerf de la guerre technologique contemporaine. C'est le nerf de la guerre technologique contemporaine. De mémoire, c'était plutôt vers le milieu. Voilà. Ces minuscules pièces, donc ces composants électroniques, vous voyez ici, ces composants électroniques, ces minuscules pièces, devenus le nerf de la guerre technologique contemporaine. Donc la moins mauvaise des réponses, la plus appropriée, à partir du texte, c'était pour la question 3. Ah, mais je ne vous ai pas mis la réponse, excusez-moi. Pour la question 3, pour la question... Ah, mais non, on était qu'à la 2, excusez-moi, on était qu'à la 2. Pour la question 2, la bonne réponse était bien la D. D'accord? Les composants électroniques majeurs qui représentent le nerf de la guerre technologique contemporaine. Question 3. Quel titre conviendrait le mieux pour ce texte? Question 3, la bonne réponse était la B. Donc question 3, la bonne réponse ici, c'était la B. La fin de la mondialisation vers un repli économique inévitable. Là, on revient à ce que je vous disais, à savoir, c'est une réponse radicale ou extrême. Donc, réponse radicale ou extrême, sauf si vous avez des propos radicaux extrêmes, mais en tout cas, dans le texte, dans ce cas-là, on va les supprimer. Donc ça, on supprime. L'autonomie stratégique entre nécessité géopolitique et défi économique. Pourquoi pas? C'est punchy, c'est plutôt court, c'est pas forcément fait sous forme de phrase, donc ça pourrait correspondre dans la forme au titre.
Ça pourrait même être le bon titre, en l'occurrence c'est la bonne réponse, mais on se comporte comme si on était le jour J, on va regarder les autres. La guerre technologique sino-américaine et ses conséquences. Ça, non. En l'occurrence, ce texte-là vous parle du fait qu'il faut adopter une forme d'autonomie stratégique pour ne pas être dépendant des autres pays. Ce n'est pas la guerre commerciale ou technologique entre deux zones du monde, en l'occurrence la Chine et les États-Unis. Même si on le mentionne, mais ce n'est pas l'axe du texte. Pandémie, révolution industrielle, les leçons d'une crise. Non, à aucun moment, on parle des leçons d'une crise, on vous parle davantage d'autonomie stratégique et la crise ou la pandémie du Covid en est l'illustration. Mais le texte n'est pas centré, la base du texte, ce n'est pas la pandémie. La base du texte, c'est retrouver sa souveraineté et son indépendance vis-à-vis des autres pays d'un point de vue stratégique et d'un point de vue économique et d'un point de vue technologique. Et la pandémie du Covid est là pour illustrer cela. Mais en aucun cas, tout tourne autour de ça. C'est davantage un exemple d'illustration. Le protectionnisme moderne, solution et illusion. Là, le protectionnisme, ce mot-clé-là est précisé, mais ce n'est pas le sujet principal du texte. Le sujet principal du texte, c'est ça. Donc là, en fait, regardez le début. La fin de la mondialisation, l'autonomie stratégique, la guerre technologique, pandémie et révolution industrielle. Plus révolution industrielle, ça ne va pas. À aucun moment, on parle de révolution industrielle ici. Le protectionnisme moderne, non. Le plus approprié, c'est celle-là. Et le reste est validé. Réponse B. Donc, pour compréhension de texte, c'était E, D, B. Réponse question 1, E. Question 2, D. Question 3, B. Allez, on passe à la partie calcul. Tchac. Partie calcul. Alors, on avait question 4. Qu'est-ce que j'avais à la 4? Question 4, la bonne réponse était la D. C'était 12. Alors, on me dit, ah, c'est du PPCM et PGCD. All right. Un fleuriste. Il a 36 roses et hop. Il a 36 roses et 48 tulipes. D'accord, très bien, radeau spécial. Et on vous dit, en utilisant toutes les fleurs, quel est le nombre maximum de bouquets qu'il peut faire? Donc là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le nombre de bouquets, ça va être un nombre inférieur aux deux que l'on a. Donc on va faire un PGCD. Donc là, on va faire un PGCD, plus grand commun diviseur. C'est-à-dire quel va être le plus grand nombre de bouquets que je peux faire en divisant 36 et 48. Un PGCD, et ensuite on fera le PPCM pour un rappel de cours. Le PGCD, c'est quoi? Dans tous les deux cas, enfin que ce soit PGCD ou PPCM, ça il faut bien connaître par cœur. Dans les deux cas, vous allez devoir décomposer ces deux nombres en facteurs premiers. Donc on va décomposer ces deux nombres en facteurs premiers, on va le faire juste ici à côté. 36, c'est quoi? 36, on est d'accord, c'est 2 fois 18. Bon. 18, c'est quoi? C'est 2 fois 9. Okay. 9, c'est quoi? C'est 3 fois 3. Donc là, je viens de décomposer 36 en facteurs premiers. Faisons la même chose avec 48. 48, c'est quoi? C'est 2 fois 24. 24, c'est quoi? C'est 2 fois 12. 12, c'est quoi? C'est 3 fois 4. Donc 3 fois 2 fois 2. Ok. Là, j'ai décomposé en facteurs premiers. Maintenant, nous ici, on veut trouver un PGCD. Parce que le nombre est inférieur. C'est par combien je peux diviser 36 et 48 en faisant le même nombre de bouquets. Donc, il y a deux paramètres à chaque fois. Je vous les mets en jaune à connaître par cœur. Le PGCD 1, vous allez prendre les facteurs communs. Les facteurs communs aux deux nombres. C'est-à-dire que si je prends le x2, il faut aussi qu'il y ait x2 ici. Si je prends le x3, il faut aussi qu'il soit présent là. Il faut qu'il soit commun aux deux. Et le deuxième facteur, c'est que vous prenez la plus petite puissance. Et le deuxième facteur, c'est que vous prenez la plus petite puissance. PPCM, c'est l'inverse. PPCM, c'est je prends tous les facteurs utilisés. Je prends tous les facteurs utilisés. Et je ne prends pas la plus petite puissance, je prends la plus grande puissance. C'est l'inverse. Bon, logique. PGCD, on cherche à réduire. PPCM, on cherche à monter. Bon. Eh bien, allons-y. Quels sont les facteurs communs que l'on a là? On a le 2 et le 2, donc il est commun. Le 2, il est dans les deux, donc il y a le 2. Il y a aussi le 3 et le 3. Ok, je prends le 3. Si j'avais eu par exemple un 5 qui est utilisé que ici, mais pas là, c'est pas bon. Il faut un facteur commun qui soit utilisé dans les deux. Ensuite, je veux la plus petite puissance. Quelle est la plus petite puissance utilisée?
Là, c'est 2 au carré. Vous voyez? Ici, c'est 2 au carré. Et là, c'est 2 et 2. Donc là, on a 2 puissance 4. Donc, il est commun, 2, 2. Mais la plus petite, c'est 2 au carré. Ok, 2 au carré. Fois avec 3. Là, j'ai 3 au carré. Et là, j'ai 3 tout court. Bah, fois 3. Fois 3 puissance 1. 3 au carré ici. 3 tout court. Bah, je prends, il est commun. C'est le premier critère. Facteur commun au 2. Et je prends la plus petite puissance. Donc, on a 2 au carré. 4 fois 3, 12. D'où votre bonne réponse. Vous avez peut-être eu l'intuition aussi en voyant 36 et 48 que c'était des multiples de 12. Donc déjà, si vous l'avez vu, bravo à vous. C'est encore plus court. Mais il faut absolument maîtriser la méthode du PGCD et du PPCM. Parce que parfois, les nombres, ils vont être plus grands. Parfois, les nombres, ils vont être plus grands, donc ça sera plus difficile. Donc, à bien connaître par cœur, PGCD, c'est les facteurs communs. Et on prend la plus petite puissance à chaque fois. PPCM, c'est l'inverse. Je prends tous les facteurs, même s'ils ne sont pas en commun. Dès qu'il est mentionné dans un élément, je le prends. Et on prend la plus grande puissance. Hop. Allez, question suivante. Question suivante, la question 5. Donc ça, c'était une question de niveau moyen. Question 5, on avait quoi? C'est également une question de niveau moyen. La bonne réponse, c'était la C. En l'occurrence, c'était 16%. Donc c'est une question de probabilité. Je vous le mets en jaune pour le rappel du cours. La probabilité, c'est quoi? Une probabilité, c'est toujours, on liste les cas de l'énoncé. On liste les cas demandés par l'énoncé sur le nombre total de cas. Là, le seul truc, donc, pas géographiquement, schématiquement, ça veut dire ça. Ça, c'est mon nombre total de cas, et on me dit que la probabilité que ça tombe ici. En gros, c'est ça. Bon, là, il y a une petite particularité dans cet énoncé, c'est qu'on supprime les 1. On vous dit, sachant que le 1 n'est pas sorti. Donc, en fait, il y a une condition. On supprime, en fait, comme si ce morceau-là, hop, je vais vous l'effacer, comme si le cadre, il avait été réduit. Hop, parce qu'on supprime les 1. Et pareil ici. Comme si mon cercle à la base des cas demandés, hop, on le réduit. Hop. Comme ceci. Ouais, schématiquement, ça donne un peu ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque je lance mon premier dé, étant donné que le 1 ne sort pas, bah, il n'y a plus que 5 faces possibles. Je lance mon deuxième dé, je n'ai plus que 5 faces possibles. Ce qui me fait un total de 25. Ouais. Donc, relisez bien l'énoncé. On lance 2 dés équilibrés, ça signifie qu'ils ne sont pas truqués. Quelle est la probabilité que leur somme soit égale à 7? Donc ça, on va lister les cas demandés par l'énoncé. Mais premièrement, on calcule le nombre total de cas. Sachant que le 1 n'est pas sorti. Donc le nombre total de cas, si le 1 n'est pas sorti, c'est 25 en bas. En haut, lister les cas demandés par l'énoncé. On a quoi? Pour faire combien? Pour faire 1, pour faire 7. Alors, pour faire 7. Donc, si c'est 1 et 1, 6, c'est pas possible. On a 5 et 2, 2 et 5, 3 et 4, 4 et 3. Donc, en fait, on a 4 cas sur 25. Donc, on a 4 cas sur 25. Et moi, je vois que mes réponses sont en pourcentage. Donc, je vais multiplier par 4 en bas pour le mettre sur 100. Et par 4 en haut pour le mettre sur 100. Donc, je multiplie par 4 en bas et en haut pour le mettre sur 100. Ce qui me fait 16%. Réponse C. Donc, il faut que vous soyez supra à l'aise avec ça et ne pas être perturbé par ça. Toujours la même chose pour les cas de probabilité. Là, c'était un peu un cas particulier. Mais sinon, c'est toujours la même chose. Je liste les cas sur le total. Question 6. Alors, question 6, la bonne réponse était la C. Question 6, la bonne réponse était la C. Deux villes distantes de 180 km. Hop. Deux villes distantes de 180 km. Très bien. On a un train A qui avance à 60 km/h. Le train B qui avance à 30 km/h. Et on vous dit, au bout de combien de temps vont-ils se croiser? Donc, dès qu'on vous parle de temps, n'oubliez pas, vous appliquez toujours la même formule. Dès qu'on vous parle de temps, vous mettez T est égal à D sur V. Donc, T est égal à D sur V. Donc, on y va. La distance, 180 km.
La vitesse, ce sont les deux trains qui grignotent cette distance. Ouais, ce sont les deux trains qui roulent en même temps sur cette distance. Donc on va additionner les vitesses. Tout le temps comme ça. Ce qui nous donne 180 sur 90, c'est-à-dire 2 heures. Tout simplement. Elle n'était pas méchante celle-là, il faut être extrêmement rapide pour ce type de question. Donc réponse C, 2 heures. Allez, on repasse en réseau argu. On repasse en réseau argu. Hop, je vous montre du coup le paragraphe et pendant ce temps-là, j'efface. Question 7. Alors, question 7, qu'est-ce que j'ai mis comme bonne réponse? C'était la C. Alors, hop. Question 7. Donc, question 7, la bonne réponse était la C. Alors. Donc, elle n'était pas forcément simple, celle-là. On cherchait la meilleure conclusion possible. La bonne réponse était la C. Pourquoi? Je vais juste vous faire un petit rappel de cours. Pour les questions de raisonnement et argumentation, déjà, la plupart du temps, ça sera de l'argumentation. C'est-à-dire un paragraphe suivi de la question. Les questions de raisonnement, vous n'en aurez que 3-4. Ayez bien ça en tête. Vous avez votre paragraphe ici. Et ensuite, on va vous poser différentes questions possibles. Vous pouvez avoir quelle est la réponse qui soutient le plus. Donc, quelle est la réponse qui soutient le plus? C'est-à-dire que vous devez passer de 6 lignes en une seule. C'est l'équivalent d'un résumé. Les questions de résumé, elles tombent tout le temps en compréhension de texte. En réseau argu, elles ne tombent pas. Une autre manière de formuler, en fait, pour le concepteur, c'est quelle est la proposition qui soutient le plus. C'est-à-dire qu'on doit redire la même chose que ce qui est écrit dans le paragraphe en une seule ligne, c'est-à-dire en une seule réponse. Donc, soutient le plus en adéquation, correspond le plus, c'est la même chose. Donc, je passe de 6-7 lignes à une seule. Autre type de questions, les questions de présupposés. Présupposés, c'est tout simplement quelle est la réponse. Si jamais je devais scroller vers le haut de mon texte, quelle est la réponse qui serait apparue avant la lecture du texte? Donc c'est une idée ou un message que l'on a en amont de la lecture du texte. Je vous donne un exemple. Si jamais je vous dis, voilà, avant de sortir de votre pièce ou de votre bureau, attention, n'oublie pas avant de sortir de prendre ton parapluie. Donc ça c'est mon paragraphe. Le présupposé, c'est quoi? C'est qu'auparavant, j'ai vérifié la météo qui faisait à l'extérieur et il pleut. Si je vous dis de prendre votre parapluie, c'est qu'auparavant, j'ai vérifié qu'il pleuvait. Donc ça, c'est un présupposé. Je présuppose que. Vous allez ensuite avoir, comme c'est le cas ici, la conclusion. Alors, la conclusion déjà, ça ne peut pas être un soutien de plus. Ce n'est pas du tout la même chose. La conclusion, vous devez apporter une valeur ajoutée. On ne redit pas la même chose que dans le paragraphe lorsqu'il s'agit d'une conclusion. Donc, soit on fait un bilan avec une forme de petite analyse, c'est possible, soit on propose une solution. Donc, soit on propose une solution si jamais on a constaté un problème dans le texte. Donc, n'oubliez pas, une conclusion, c'est vraiment, je prends ma réponse et je la greffe en bas du paragraphe. Donc, je ne peux pas redire la même chose que dans le paragraphe, sinon, ça fait une répétition. Donc, soit c'est une analyse sous forme d'un bilan, soit c'est une solution que je propose au problème. Donc voilà tous les types de questions que vous pouvez avoir. Bien entendu, il y a les titres, etc. Mais voilà les grandes principales types de questions que vous pouvez avoir en réseau argu. Alors, je cherche juste mon effaceur que je ne retrouve plus. Et ensuite, on va pouvoir continuer. Donc ici, on vous demande, hop, je repasse. On vous demande quelle est la meilleure conclusion. C'est la raison pour laquelle, par rapport à ce que je viens de vous dire, la bonne réponse était la C, parce que c'était la seule qui proposait une solution au problème. Là, on comprend bien qu'il y a un lien entre le niveau de richesse, le niveau de vie d'une personne et sa manière de s'alimenter, donc de sa santé. Ok. L'obésité est avant tout un problème socio-économique. Ça, c'est une forme de soutien le plus, mais très succinct d'ailleurs. Les habitudes alimentaires sont davantage influencées par le revenu chez les femmes que chez les hommes. Ça, c'est déjà un peu mieux. Entre la A et la B, les deux sont soutien le plus. C'est-à-dire les deux reprennent le texte. Mais la B est plus développée. Mais là, on ne vous demande pas quelle est celle qui soutient le plus. On vous demande la meilleure conclusion. Améliorer l'accès à une alimentation de qualité pour les populations, etc. Ça, c'est une solution à un problème, donc c'est bon.
Plus on est riche, plus on mange équilibré. Trop comme si c'était scientifique et une vérité générale. La précarité économique est directement responsable. Beaucoup trop affirmatif. Question 8. Question 8, la bonne réponse était la C. Donc, question 8, la bonne réponse était la C. Alors, concernant la question 8, donc là, vous voyez que c'est une question de présupposé. Donc, qui dit présupposé dit que c'est une information que l'on a en amont de la lecture du texte, comme si on scrollait vers le haut le texte. La bonne réponse pour la question 8, hop, on a bien dit que c'était la C. Donc, on a quoi les modèles climatiques précédents ne tenaient compte que des émissions de CO2 directes. En effet, c'est ce qu'on comprend en lisant le texte. Regardez ce qu'on vous dit en lisant le texte. C'est que jusqu'à présent, elle ne prenait en compte que les émissions directes de CO2. Donc, l'ensemble des modèles climatiques prenaient compte que de ça. Alors qu'en fait, il y a plein de conséquences indirectes qui ne sont pas prises en compte. Faisons par élimination toutefois. Est-ce que les compagnies aériennes ont minimisé leur impact, ont délibérément minimisé? C'est cet adverbe-là qui est problématique. En l'occurrence, la réponse est non, selon le texte. Ça, c'est un jugement de valeur. Donc, ça fait partie des critères éliminatoires, on le supprime. Jugement de valeur, on supprime, c'est connoté, c'est accusatoire, c'est pas le ton du texte, on supprime. Les compensations carbone sont un moyen efficace de lutter contre le réchauffement climatique. En l'occurrence, on vous dit plutôt que non, étant donné qu'il faut prendre en compte la pollution directe ainsi que la pollution indirecte. Ça, on a dit que pour l'instant, c'était la moins mauvaise des solutions. L'aviation est l'industrie la plus polluante au monde. Eh bien ça, je relis le texte. Ça, c'est pas écrit dans le texte. Je relis rapidement, mais c'est pas écrit dans le texte. Non. Les chirurgies artificielles sont plus nocives que les émissions directes de CO2. Ça, en l'occurrence, on n'en sait rien. On vous dit simplement que ça ne prend pas en compte. Ces nuages-là créent, augmentent pas artificiellement, mais augmentent la chaleur, donc le réchauffement climatique. Mais on ne sait pas si c'est plus ou moins. On ne sait pas si c'est plus ou moins nocif. On dit simplement qu'ils ne sont pas pris en compte, donc que la pollution serait plus importante en les prenant en compte. Donc la moins mauvaise des solutions, en l'occurrence, c'est la C. Allez, question 9. Question 9, ici, la bonne réponse était la D. Donc, question 9, ici, la bonne réponse était la D. Alors, regardez. Tous les hommes, donc ça, c'est une question de schéma. C'est un syllogisme, c'est-à-dire que c'est des liens logiques entre deux notions. Tous les hommes sont mortels. Or, Socrate est mortel. Donc, Socrate est un homme. C'est le fameux A, B, B, C, donc AC. Pas forcément. Imaginons que Socrate, ce soit un animal. Donc tous les hommes sont mortels, ok. Socrate est mortel, donc Socrate est un homme. Bah non, les animaux sont mortels, Socrate est mortel, donc Socrate est un animal. Donc vous voyez, ça peut être aussi un animal. Tous les animaux blancs volent, or les aigles volent, donc les aigles sont les animaux blancs. Non, pas forcément. Tous les animaux blancs volent, or les aigles volent. Ça se trouve, il y a d'autres couleurs qui volent. Ça se trouve, les animaux verts, ils volent aussi. Donc peut-être que les aigles, ils sont verts. Il y a d'autres couleurs aussi. Quelques végétariens sont sportifs. Ok. Marc est sportif, donc Marc est végétarien. Non. Quelques végétariens sont sportifs. Ça ne veut pas dire que tous les sportifs sont végétariens. Donc quelques végétariens sont sportifs. Il y a aussi peut-être des sportifs qui ne sont pas végétariens. Donc peut-être que Marc, il est dans la partie des sportifs qui n'est pas végétarien. Aucun chat n'a 6 pattes. Donc il n'y a aucun chat qui a 6 pattes. Or, Rex est un chat. Donc ça, c'est sûr que Rex, il n'a pas 6 pattes. Aucun chat n'a 6 pattes. Or, Rex, il est dans le carré, dans le rectangle des chats. Donc, il ne peut pas avoir 6 pattes. Ça, c'est sûr et certain. Quelques athlètes sont riches. Or, Richard est riche. Donc, Richard est un athlète. Non, quelques athlètes sont riches. Richard est riche. Ça se trouve, il y a, je sais pas, des pilotes qui sont riches. Il y a, je sais pas, des astronautes qui sont riches. Bref, il n'y a pas que les athlètes. Donc, quelques athlètes sont riches. Ça ne veut pas dire que tous les riches sont des athlètes. Donc, Richard, il peut être autre chose qu'athlète. Donc ici, la bonne réponse était la D. Il n'y a aucun chat qui a 6 pattes. Donc si toi, tu es un chat, forcément, c'est sûr et certain, tu n'as pas 6 pattes. Réponse D. Allez, on passe à la question suivante. On repasse en condition minimale, cette fois-ci. Condition minimale, il était de niveau moyen plus. Question 10.
Question 10, la bonne réponse était la D. Soit A et B, deux entiers. A fois B est-il pair? Donc on vous dit A fois B est-il pair, donc on a affaire à une question fermée. A fois B, est-ce qu'il est pair? Donc je rappelle ce qu'est une question fermée. On veut un seul et unique résultat. On veut un seul et unique résultat. Donc si vous me dites oui, il est tout le temps pair, c'est une seule réponse, je valide. Si vous me dites non, il est jamais pair, je valide. Moi, ce que je veux, c'est pas de savoir si je dis oui, il est pair ou non, il n'est pas pair. Moi, ce que je veux, c'est un seul et unique résultat. Hop. Par contre, si vous me dites, bah, j'ai trouvé des cas où une fois c'était pair, une fois c'était impair, ça c'est deux résultats possibles, parce qu'une fois c'est oui, une fois c'est non. Ça, c'est pas bon. Nous, ce qu'on veut, c'est être soit ici, tout le temps, on dit il est pair, il est pair, il est pair, il est pair, ou alors, tout le temps, on dit qu'il est impair, 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 impair. Allez, on y va. Il faut être soit dans les deux cadres jaunes, soit tout à gauche, soit tout à droite. A plus B est impair. A plus B est impair. Donc là, il faut connaître ces règles de parité, sinon vous testez. Ça ne peut pas être pair plus pair ou impair plus impair. C'est forcément pair plus impair ou impair plus pair. Et vous pouvez tester 2 plus 3 ou 3 plus 2. Si vous testez 2 plus 2, ça ne marche pas. Si vous testez 3 plus 3, ça ne marche pas. Donc, maintenant qu'on sait ça, pair fois impair, ça fait quoi 2 fois 3? Ça fera toujours un résultat pair. Ou l'inverse. Vous pouvez tester ce que vous voulez. 9 fois 4, 36. Donc, quel que soit le sens dans lequel vous le preniez, le résultat est tout le temps pair. Donc, oui, l'information numéro 1 est suffisante pour trouver un seul et unique résultat. Je redémarre à 0, je fais reset. Information numéro 2. B moins A moins A est impair. Donc là, pareil. Est-ce qu'on peut faire 20 moins 10, donc pair moins pair égale impair? Non. 30 moins 10, non. Donc en fait, on n'a pas le choix. Encore une fois, c'est impair moins pair égale impair. Exemple. Exemple pour ici. 7 moins 4 égale 3. 7 moins 4 égale 3. 9 moins 4 égale 5. Ou l'inverse. 10. 10 moins 5 égale impair. Donc ils sont forcément différents. B et A, ils sont forcément de parité différente. Donc s'ils sont forcément de parité différente, je vais écrire la même chose qu'au-dessus. Je vais écrire la même chose qu'au-dessus. Et donc je valide. Réponse D. L'information numéro 1 seule est suffisante. L'information numéro 2 seule est suffisante. Allez, on passe à la question 11. Question 11, vous pouvez le noter. La bonne réponse, c'est la C. Question 11. La bonne réponse, c'est la C. Hop. Alors, on a quoi ici? Une citerne. Ah, celle-là, elle est pas mal, j'aime bien. Une citerne initialement vide est remplie par deux pompes. La pompe A fonctionne 2 heures, puis s'arrête. La pompe B, elle prend le relais. La question, c'est de savoir est-ce que vous allez mettre plus de 5 heures ou moins de 5 heures. Ok. Information numéro 1. La pompe A remplit 21% de la citerne. Donc, on vous dit 21% de la citerne en 1 heure. Bah ça, on ne peut pas répondre à la question. Parce que qu'en est-il du débit de la pompe B? Est-ce qu'elle remplit 1% par heure ou 50% par heure? Bref, j'en sais rien. Information numéro 2. La pompe B remplit la citerne aux 3 quarts en 4 heures. Ah, d'accord, la pompe B, on vous dit qu'elle fait 75% en 4 heures. Donc en fait, son débit, c'est quoi? C'est 75 divisé par 4. Déjà, on va pouvoir le calculer. Donc, on ne validera pas, ça c'est sûr. Parce que l'information du 1 n'existe pas. Donc, qu'en est-il du débit de la pompe B? J'en sais strictement rien. En fait, il faut que je connaisse le débit, c'est-à-dire la vitesse de remplissage. Bon, on va quand même calculer la vitesse de remplissage ou le débit de la pompe B parce qu'on en a besoin. Pour diviser par 4, souvenez-vous, vous faites diviser par 2, puis diviser par 2. Donc, diviser par 2, 37,5. Encore une fois, divisé par 2, 18,75. Oui, 18,64. Donc, le débit de la 1, c'est 21% en 1 heure. Le débit de la B, en 1 heure, donc ça c'est par heure, c'est 18,75.
Donc, l'information numéro 1 est insuffisante. L'information numéro 2 seule est également insuffisante. J'ai le droit de prendre en compte les deux informations. Là, je vais les valider. Donc, on va valider. Pourquoi? Elle met 2 heures, la A. Donc, elle fait 21%. Elle fait 21%. Puis 21%. Donc, je suis à 42%. Ensuite, on vous dit que la B prend le relais. Il lui reste donc, pour remplir la citerne, 58%. Il lui reste 58%, très bien, en 3 heures. Est-ce qu'elle peut le faire? Eh bien, on va se rendre compte que non. 18,75 par heure, pour 100, fois 3. Donc, on fait d'abord ce qu'il y a avant la virgule et ensuite ce qu'il y a après la virgule. 18 fois 3. 18 fois 3, ça fait 18, 36, 54. 0,75. 0,75 fois 3, c'est 0,75, 1,5 de 25. Donc on arrive à 56,25, ce qui est inférieur aux 58% dont on avait besoin. Donc elle va remplir jusqu'ici, à 56,25. Donc elle n'a pas fini. Mais on valide quand même la réponse. Parce que la question c'est de savoir, est-ce que vous mettez plus de 5 heures ou moins? En l'occurrence, c'est sûr et certain, je mets plus de 5 heures pour remplir cette citerne. C'est mon seul et unique résultat. Est-ce que la citerne se remplit en moins de 5 heures? Non. C'est mon seul et unique résultat. C'est ma seule réponse. C'est pour ça qu'on répond C. Donc il faut bien comprendre ça. L'objectif, c'est pas de savoir est-ce que vous répondez oui, est-ce que vous répondez non. L'objectif, c'est de savoir est-ce que vous avez un seul ou plusieurs résultats. En l'occurrence, ici, j'ai qu'un seul résultat par la négative. Mais que ce soit la positive ou la négative, on s'en fiche. C'est un résultat versus plusieurs. Non, je n'arriverai pas à remplir en moins de 5 heures cette citerne, je mettrai plus de 5 heures. Quel que soit le scénario que vous prenez, ça fera plus de 5 heures. Donc c'est bon, c'est ma seule et unique réponse. Question 12. Question 12. La bonne réponse était la A ici. Alors, on vous dit quoi? Soit un entier naturel. Attention. Attention, je pense qu'il y en a beaucoup qui sont tombés dans le piège. Enfin, c'est pas un piège. C'est vous qui avez fait l'erreur. Un entier naturel. Faites très attention aux conditions de l'énoncé. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Un entier naturel, ce sont tous les chiffres et nombres de 0 et plus. Donc un entier naturel, il est forcément positif avec 0 inclus. Et forcément, ça change totalement notre réponse. Information numéro 1, que Bohème. N4 égale à 16. Donc bien entendu, je pense que beaucoup d'entre vous, vous avez trouvé 0, moins 2 ou 2. Parce que 2 puissance 4, c'est 16. Moins 2 fois moins 2 fois moins 2 fois moins 2, ça fait 16. Mais on n'a pas le droit à celui-là, parce qu'on cherche des entiers naturels. Vous l'avez compris. Donc je valide l'information numéro 1, elle est suffisante. Information numéro 2, elle est supérieure à 1. Bon bah ça ne m'avance à rien, il y a une infinité de solutions. Donc je ne valide pas l'information numéro 2, elle est insuffisante. Réponse A pour la 12. Question 13. Alors, question 13. On repasse en expression, je vous repartage. Hop. Tchac. Je vous repartage, comme ça vous permet d'y réfléchir un petit peu. Question 13, la bonne réponse était là. C'était la C. Hop, question 13, la bonne réponse était la C. Alors, faire amende honorable, bien entendu, c'est une réparation morale d'une faute commise. En aucun cas, c'est une amende dans le sens moderne du terme, dans le sens payé. C'est bien entendu, entre guillemets, se faire pardonner. Donc, faire amende honorable, ça signifie faire ça. C'est bien une réparation morale d'une faute commise. Allez, on passe à la question 14. Question 14, la bonne réponse ici, c'était la E. Donc c'était une question plutôt de niveau difficile. Regardons un peu ce que l'on a. Les 90 articles qu'il a publiés, on accorde ES. Pourquoi est-ce qu'on accorde? Le COD placé avant 90, donc il est placé avant l'auxiliaire avoir, donc qu'il a. Donc il est placé avant l'auxiliaire avoir, ce COD.
Donc le participe passé s'accorde. Ces travaux, quels qu'ils soient. Donc quel qu'il, c'est en deux mots séparés. Lorsque quel qu'il ou quelque, quel que soit ou quel qu'il soit, lorsque c'est en deux mots séparés, ça signifie peu importe. Par contre, lorsqu'on le recolle et qu'on n'en fait qu'un seul mot, quelques personnes, quelques dizaines, ça signifie environ. Donc quelques séparés, c'est peu importe. Quelques collés, ça signifie environ. Donc je répète, quel qu'il soit, c'est peu importe, parce que c'est séparé. Lorsque c'est collé, c'est environ. Elle a pris conscience des conséquences qu'impliquait sa décision. Aucun problème. C'est la plus intéressante de théorie qu'il ait jamais développée. Les théories, développées ES. Théorie est placée avant. Aucun problème. Donc là, c'est bien EES avec la plus intéressante des théories. Les quelques erreurs que nous ayons. Là, il y a un problème. Ayons, c'est pas... Enfin, il n'y a pas de I. Ayons, ici, c'est A-Y-O-N-S. Donc A-Y-O-N-S. Il n'y a pas de I ici. Donc la question 14, la bonne réponse, c'était la E. Et d'ailleurs, petit rappel, je vais vous mettre les fautes d'orthographe les plus fréquentes. Alors, notez bien ça. Les fautes d'orthographe les plus fréquentes sont, premièrement, ce sont les accents. Donc, première faute d'orthographe très fréquente pour ce type d'exercice, ce sont les accents. E accent aigu, E accent grave, E accent tréma, etc. Deuxième faute d'orthographe qui est très fréquente, comme on vient de le voir ici, bah c'est tout simplement de la conjugaison. Donc c'est la conjugaison, les terminaisons, etc., etc. Donc conjugaison, terminaison, etc., etc. Enfin, les doubles consonnes. Très, 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 très fréquent aussi de créer des fautes d'orthographe avec deux L, deux R, deux M ou pas, deux P ou pas, deux C ou un seul C, etc., etc. Donc notez ces trois fautes d'orthographe si vous ne les connaissiez pas, ces trois règles d'orthographe et de grammaire. Les accents, très très fréquents. Conjugaison et terminaison, très très fréquents. Les doubles consonnes, est-ce qu'il y en a une ou plusieurs? Très 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 fréquents. Alors la question 15, la bonne réponse c'était la B. Hop. Question 15, la bonne réponse c'était la B. Chickabam. Alors, malgré ça, alors l'opiniâtreté en l'occurrence, c'est une persévérance tenace. Donc vous pouvez noter la définition du mot. L'opiniâtreté, c'est une persévérance tenace. La malléabilité, vous voyez la réponse E, c'est une personne qui se laisse influencer ou manipuler. Donc c'est une personne qui se laisse influencer ou manipuler. Donc malgré ça, donc déjà on peut supprimer la réponse D, parce que malgré ça, intransigeant, ça va pas. Malgré ça, opiniâtreté, ça va pas. Donc, il n'y a que la B, C, D. Donc déjà, il est très important de bien comprendre qu'on va fonctionner colonne après colonne. Hein. On ne regarde jamais toutes les colonnes dans son ensemble. Il faut qu'il y ait un effet entonnoir. Vous voyez là, on en a supprimé 2. On passe de 5 à 3. Donc, j'ai que souplesse, rigidité. Et bah, souplesse et rigidité, hein, parce que malléabilité, on voit qu'ensuite ça va pas. Hop. Ensuite, deuxième colonne. Deuxième colonne. Ouais, bon. Ouais, ok. Bon, on garde que la B et la C. Ok. Donc, malgré sa souplesse et sa rigidité habituelle, il fit preuve d'une surprenante intransigeance ou inflexibilité. Malgré sa rigidité habituelle, il fit preuve d'une inflexibilité surprenante. Non, ça ne va pas. La C, ça va pas. Malgré sa rigidité habituelle, il fit preuve d'une inflexibilité surprenante. Bah, si c'est une rigidité habituelle, il ne fait pas preuve d'une inflexibilité surprenante. Dans ce cas-là, c'est logique. Donc la C, il y a un contresens. Donc, il ne nous reste plus que la B possible. Donc on avait gardé la B et la C en première colonne, mais ensuite on se rend compte que pour une question tout simplement de sens, la B était la bonne réponse. Allez, on passe à la partie logique. Partie logique. Ah, elles étaient bien les questions de la partie logique.
Question 16, la bonne réponse était la A. Question 16, la bonne réponse était la A. Logique verticale, c'était classique, je suis sûr que beaucoup d'entre vous, vous l'avez. La somme de chaque élément est égale à 12. Donc la somme de chaque élément est égale à 12. Donc ça fait 12, 12, 12, 12. Donc toutes les réponses qui ne correspondent pas à ça, on supprime. Deuxième, ensuite, explication à l'horizontale. C'était que des multiples de 13. Ça là était facile. Somme est égale à 12, que des multiples de 13. Et je le rappelle, vous devez connaître par cœur vos multiples 11, 13, 17, 19 jusqu'à ce que le résultat fasse 200. C'est-à-dire c'est 17, 34, 51, 68, 85, 102, 119, 153, 170, 187, 204, 221. Voilà. Je sais les empiler jusqu'à 200. Si on demande 17 fois 8, bon, ça on le fait rapidement mentalement. On fait x 10 moins 34. Donc 170 moins 34, ça fait 136. Oui, c'est bien ça. Donc il faut bien savoir les empiler jusqu'à ce que le résultat fasse 200 pour 11, 13, 17, 19 parce que ce sont des nombres premiers. Apprenez pas 12, 14, 16, 18. Apprenez 11, 13, 17, 19 parce que ce sont des nombres premiers à connaître par cœur. Et la bonne réponse ici, c'était bien la A. Question 17. Question 17, la bonne réponse, c'était la D. Donc question 17, la bonne réponse, c'était la D. Alors on avait quoi ici? Logique a été difficile celle-là. Logique verticale, la première lettre a toujours 3 barres. Donc ça compense la première qui était facile. Logique verticale, la première lettre a toujours 3 barres. Et ensuite on barre ce qui ne correspond pas. À l'horizontale, donc à l'horizontale, la deuxième lettre a toujours 2 barres. Donc à l'horizontale, la deuxième lettre a toujours 2 barres. Donc on trouve la première suite logique, on barre les réponses qui ne correspondent pas, et ensuite je trouve la deuxième suite logique. Question 18. Question 18. La bonne réponse était la D. Question 18. La bonne réponse était la D. Alors, premièrement, je n'ai même plus besoin du vertical ou de l'horizontal. Premièrement, la première suite logique, c'est qu'il y a une rotation horaire. Donc, il y a une rotation horaire, c'est-à-dire que les chiffres sont sur la droite, puis vers le bas, puis vers la gauche. Donc, dans notre réponse, ils doivent être situés ici. Hop, hop, hop. Donc, toutes les réponses déjà où les chiffres ne sont pas situés à cet emplacement-là, on supprime. Deuxième suite logique. Regardez, il n'est pas forcément simple à voir. Le troisième terme, c'est égal au premier fois le deuxième terme plus 1. Donc je répète, le troisième terme est égal au premier fois le deuxième plus 1. Prenons notre premier exemple. On a 3, 4, 15. 3, 4, 15. En fait, 3, 4, 15, c'est quoi? C'est 3 fois 4 plus 1 qui est égal à 15. Donc il était plutôt difficile, mais souvenez-vous que parfois, on fait le premier terme fois le deuxième plus 1, ou le premier terme fois le deuxième moins 1. C'est un classique. C'est x, x plus 1, ou x, x moins 1. Ça tombe assez, pas fréquemment, mais en tout cas, c'est pas rare. Donc à chaque fois, on procède par élimination. J'ai identifié cette méthode, je barre, il me reste encore des suites logiques, il me reste encore des réponses. S'il m'en restait qu'une seule réponse, j'aurais pu répondre. Il n'y a que pour la partie graphique, on peut avoir qu'une seule réponse. Pour les croisements de lettres et de chiffres, il y en a forcément deux, forcément. Mais là, on peut en avoir une, deux ou trois. J'identifie la première et je barre les réponses qui ne correspondent pas. Deuxième suite logique, parce qu'il me reste des réponses, j'identifie celle-là. Il m'en reste encore, hop, troisième et dernière suite logique. Le troisième terme est toujours supérieur au deuxième terme, qui est toujours supérieur au premier terme. Et là, maintenant, je peux répondre la D. Ouais, c'est bon pour tout le monde?
Donc là, vous voyez, hop, pendant que j'efface, vous venez de terminer un mini Taj Mahal qui était d'un bon niveau. Quand je dis d'un bon niveau, c'est de niveau jour J. Simplement, il y avait tout type de questions. Il y en avait 3-4 faciles, que j'ai dit quand c'était facile. Il y en avait aussi, je dirais, 5, 6, 7, 8 qui étaient de niveau moyen. Mais il y en avait également 3, 4, 5 qui étaient de niveau difficile. On en avait un peu en condition animale. On en a eu là 2 sur 3 dans la partie logique. C'est comme le jour J. La majorité, c'est de niveau moyen. Il y en a qui sont un peu plus difficiles, d'autres qui sont faciles. Les questions de niveau facile sont là pour vous faire économiser du temps, pour avoir plus de temps pour les questions de niveau moyen plus ou difficile. Donc voilà, donc on espère en tout cas que ce mini Taj Mahal blanc vous aura bien aidé. N'hésitez pas en commentaire de cette vidéo à mettre tout simplement votre score, à partager aussi avec vos amis tout simplement cette vidéo afin qu'ils puissent voir par rapport à vous où ils se situent. Et si jamais vous avez davantage de questions, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire de cette vidéo ou en nous écrivant sur les réseaux sociaux. Et on remercie bien entendu encore Schema de nous avoir fait confiance pour vous préparer à ce Taj Mahal. Et on vous dit à très bientôt. Salut à tous.